C'est un record, Red Bull a remporté plus de 95% des Grands Prix de Formule 1 cette saison. Max Verstappen a battu des records historiques de domination et forcément on a envie de comparer cette RB19 aux plus grandes machines de l'histoire. Et c'est l'objet de cette vidéo, essayer d'établir un classement qui sera forcément très subjectif des plus grandes Formule 1 qui ont existé. Pour cela, il faut essayer de dégager des critères qui forcément seront subjectifs. Moi personnellement, je me suis beaucoup basé sur le nombre et le pourcentage de victoires en une seule saison. J'aime bien partir des statistiques parce que je pense que c'est quand même assez représentatif de ce que l'on voit sur la piste et surtout des impressions que l'on a. Et ça nous permet d'avoir des données chiffrées. Bref, on est parti. Alors je vous le dis par avance, on ne pourra pas mentionner tout le monde dans cette vidéo. 74 monoplaces championnes du monde de Formule 1, c'est un tout petit peu trop. Mais il y avait quand même quelques-unes d'entre elles que je tenais à mentionner. La première à laquelle je pense, c'est l'extraordinaire Mercedes W11, qu'avec le recul, je qualifierais plutôt comme la voiture la plus rapide de l'histoire, car je pense qu'en termes de domination, on a vu mieux. Elle a quand même été battue à la régulière, que ce soit au Grand Prix du 70e anniversaire ou encore à Abu Dhabi, mais c'était vraiment une machine exceptionnelle. Dans un tout autre registre, l'Alfa Romeo 158 avait remporté tous les Grands Prix auxquels elle avait participé en 1950, c'est-à-dire tous sauf les 500 miles d'Indianapolis. Mais à l'époque, il faut savoir qu'il y avait encore pas mal de courses hors championnat, lors desquelles Ferrari avait largement rivalisé. Difficile donc d'en faire la voiture la plus dominante de tous les temps, d'autant qu'on manque un petit peu d'informations. Et puis enfin, j'ai choisi de ne mettre qu'une seule monoplace par écurie représentée, pas donc de Mercedes 2014 ou 2015, ni même, et je sais que ça va faire débat, de Ferrari F2004, parce que statistiquement, la F2002 a fait mieux, et justement on va en parler. La Ferrari F2002 n'a laissé échapper que 2 victoires sur l'ensemble de la saison 2002, donc contre 3 à la F2004. Statistiquement, elle a donc fait mieux, ça lui fait un total de 88,24% de victoires en une seule saison. C'est monstrueux. Michael Schumacher avait même poussé cette voiture à la perfection en matière de podium, puisqu'il n'en avait tout simplement manqué aucun sur cette saison. Ça n'était jamais arrivé et ça n'a jamais été refait depuis d'ailleurs. Et sur ces 17 podiums, on compte 11 victoires pour l'Allemand, 4 autres pour son coéquipier Rubens Barrichello qui assure le doublé au championnat pilote pour son écurie. 2 courses échappent donc à la F2002, le Grand Prix de Malaisie remporté par Schumacher, le frère du septuple champion du monde, et le Grand Prix de Monaco où cette fois Michael Schumacher n'avait terminé qu'à 1 seconde d'un indépassable David Coulthard. En qualification, Ferrari laisse tout de même échapper 7 pole positions en 2002, mais la domination en course est absolument ahurissante, si bien que Schumacher est sacré champion du monde dès le 21 juillet au Grand Prix de France. Une performance extraordinaire, la F2002 est bien la voiture la plus dominante de l'ère Schumacher chez Ferrari, mais est-elle la plus dominante de l'histoire de la Formule 1 ? Eh bien pour cela, il faut voir ses concurrentes. En termes de pourcentage, la Mercedes W07 a fait mieux que la Ferrari F2002 avec 90,48% de victoires sur une seule saison, mais c'était parce qu'il y avait un petit peu plus de Grands Prix, car en effet, en 2016, Mercedes a laissé échapper 2 victoires sur la saison, et c'était très circonstanciel. On se souvient forcément du double accrochage en Espagne, ainsi que de la casse moteur de Lewis Hamilton en Malaisie, 2 moments très marquants, mais qui prouvent bien que cette voiture n'avait jamais été battue à la régulière en course. C'est arrivé une fois en qualification à Monaco, face à un Daniel Ricciardo complètement déchaîné. Mais statistiquement, la W07 est bien la voiture la plus dominante qu'ait produite Mercedes. Assez étonnamment, finalement, j'ai pas l'impression qu'on en garde une telle impression de domination, parce que d'après moi, il y a 2 facteurs qui l'ont atténué. Le premier, c'est forcément cette lutte exceptionnelle entre Lewis Hamilton et Nico Rosberg, qui nous avait tenus en haleine tout au long de la saison, si bien qu'on oubliait presque qu'ils avaient des concurrents sur la piste et on se concentrait sur leur duel. Et le deuxième, c'est la saison assez compliquée de Lewis Hamilton, bon, à son échelle, hein, il fait vice-champion du monde à 5 points, mais par rapport à ses standings habituels, il y avait eu pas mal de soucis, pas mal de problèmes mécaniques, mais également pas mal d'erreurs, des week-ends sans. Je me souviens notamment de la course à Bakou, où il était passé complètement au travers. Bref, à quelques reprises, cette voiture avait semblé battable, mais c'était quand même une sacrée machine de guerre.
Avec du recul, c'est vrai que les Mercedes étaient tout simplement dans une autre ligue cette saison-là. Je dois dire que les W10 ou W11 m'avaient un petit peu plus marqué, mais quand on se penche sur les chiffres, il n'y a rien à dire, la W07 est bel et bien la meilleure Mercedes de tous les temps. Est-ce que pour autant ça en fait la plus grande voiture de tous les temps? Il y a encore des concurrentes. On y arrive, la Red Bull RB19, statistiquement la voiture la plus dominante en matière de victoires sur une seule saison, 95,45% de victoires, soit 21 sur 22, c'est juste monstrueux. Cette voiture était une machine à gagner et ça a sans doute rarement été aussi marquant avant chaque départ. On savait très bien comment ça allait finir et ça terminait toujours de la même manière. Le tandem Verstappen-Red Bull sera certainement l'un des plus marquants de l'histoire de la Formule 1. On vient de vivre une saison exceptionnelle avec une voiture qui semblait tout simplement ne pas avoir de faille. On avait l'impression que Verstappen n'attaquait jamais et pourtant il a mené plus de 1000 tours cette saison, un record. Une saison complètement folle, mais qui reste tout de même imparfaite, notamment sur 3 aspects. Déjà, elle a laissé échapper une victoire à Singapour. Alors certes, c'était très circonstanciel, il y avait eu une erreur sur le réglage, ça arrive, mais cette voiture a été battue à la régulière, ça n'est pas arrivé à tout le monde dans ce classement. Deuxième facteur, elle a laissé échapper un tiers des pole positions. Alors là aussi, ça n'est pas rédhibitoire, parce que généralement, dans les 10 premiers tours de course, Max Verstappen récupérait la tête. Et finalement, le plus important, c'est de gagner le dimanche. On a vu aussi que la Ferrari avait laissé échapper pas mal de pole positions, mais tout de même, il fallait le relever. Et puis surtout, il y a quand même un facteur qui est particulièrement marquant, ou qui justement ne l'est pas, et c'est un problème. Sergio Pérez, sa saison n'est pas du tout au niveau. 2 victoires, 9 podiums, il sauve de justesse la 2e place au championnat du monde. Sans ça, la Red Bull aurait été la seule de ce classement à ne pas avoir réalisé le doublé au championnat du monde des pilotes. Mais la saison de Pérez a globalement été assez médiocre. La question est maintenant de savoir si une voiture qui a été pilotée par un seul pilote, ou du moins un seul qui nous a marqué, peut être considérée comme la plus grande F1 de tous les temps, ou si on a déjà vu mieux par le passé. Et pour finir, on ne peut pas passer à côté dès que l'on ouvre le débat de la plus grande F1 de tous les temps. Elle revient systématiquement, la McLaren MP4/4 d'Ayrton Senna et d'Alain Prost en 1988 aux inoubliables couleurs de Marlboro. Une voiture incroyable, vraiment c'est l'une des plus fabuleuses de l'histoire. Déjà statistiquement, 93,75% de victoires sur la saison. C'était tout simplement un record jusqu'à cette année, mais également le même chiffre en termes de qualification. Dans un exercice comme dans l'autre, cette voiture n'a tout simplement laissé échapper la première place qu'une seule fois, du jamais vu. D'autant que la seule victoire qui leur a échappé devait leur échapper. Historiquement, ça ne pouvait pas se faire autrement. On est en 1988 à Monza, sur les terres de Ferrari, un mois après la mort du père fondateur Enzo Ferrari. Pourtant, ce jour-là, McLaren dominait encore, mais Alain Prost allait être victime d'un problème moteur et Ayrton Senna allait abandonner à 3 tours de l'arrivée suite à un accrochage avec un retardataire. Là, c'était tout simplement le destin, il fallait que Ferrari gagne ce jour-là. Au-delà des pourcentages, il faut aussi parler du rythme pur de cette voiture qui était absolument extraordinaire. En qualification, elle a relégué à 7 reprises son plus proche poursuivant à plus d'1 seconde. Rendez-vous compte, plus d'1 seconde en qualification. En course, personne ne s'est jamais approché à moins de 20 secondes. Et il y a même eu 2 grands prix où tout le monde a terminé à plus d'1 tour des McLaren. C'était juste insensé, cette voiture était invincible. Aujourd'hui, la McLaren MP4/4 a tout simplement le statut de reine à détrôner. Et avec les autres voitures que l'on a présentées aujourd'hui, il est maintenant temps de se demander si oui ou non l'une d'entre elles a fait mieux. Je vous laisse me donner votre avis en commentaire. Il est donc temps d'établir un classement qui, je le rappelle, sera forcément subjectif, mais de celles qui sont pour moi les plus grandes monoplaces de l'histoire de la Formule 1. Et à vrai dire, je vous les ai présentés dans l'ordre inverse duquel je les classe, c'est-à-dire que pour moi, on est monté en gamme à chaque fois. 4e place donc pour la Ferrari F2002 qui, il faut le rappeler, a été battue 2 fois à la régulière. Rien de rédhibitoire bien évidemment pour la saison des Rouges et de Michael Schumacher, mais au moment de faire un classement, ça va lui coûter sa place sur mon podium, même si ça reste l'une des voitures les plus fabuleuses que l'on ait connues. La surprise de cette vidéo, c'est pour moi la Mercedes W07.
À vrai dire, je n'y avais même pas pensé en la préparant, autant la Ferrari et la McLaren m'étaient venues en tête, mais là ça a été un petit peu une surprise, et en même temps, quand on se replonge dans cette saison, il est bon de rappeler qu'elle n'a jamais été battue à la régulière en course, une seule fois en qualification. Elle pourrait peut-être même être un petit peu plus haut dans ce classement, mais pour moi, elle reste 3ème, car j'ai quand même ce souvenir d'un Lewis Hamilton qui galérait un petit peu. J'ai avant tout été marqué par cette lutte entre Hamilton et Rosberg, et il y a quand même quelques courses, il faut le dire, où elle aurait pu être battue. Melbourne 2016, je l'ai encore là, et c'est une douleur qui ne partira jamais. Je place donc la RB19 à la 2ème position de ce classement. Une voiture extraordinaire. Pour moi, on est probablement sur le plus grand combo pilote-écurie de l'histoire. Ils étaient tout simplement invincibles cette saison. C'était ahurissant. Vraiment, à chaque Grand Prix, quoi qu'il se passe, Verstappen gagnait. Il y a eu cet échec à Singapour. Il y a surtout, on l'a dit, ce 2e pilote avec seulement 4 2e places pour Sergio Perez, quand il aurait dû y en avoir 22, clairement, ou 20 avec ses 2 victoires. Mais voilà, avec 2 Max Verstappen, on se serait sans doute approché de la première place. Mais pour aujourd'hui, ça restera insuffisant. La victoire revient donc aujourd'hui pour moi à la McLaren MP4/4 comme la voiture la plus dominante de l'histoire de la Formule 1 pour plein de raisons. Statistiquement déjà, on l'a dit, 15 victoires et 15 pole positions en 16 Grands Prix, c'est juste monstrueux. Quand on sait en plus que voilà, la seule victoire qui leur manque, c'est limite le destin qui leur a enlevé. Il y a aussi la question du rythme pur. Cette voiture produisait des écarts dignes des années 50, alors qu'on était quand même en 1988. Vraiment, c'était une prouesse technologique absolument fabuleuse. Et puis, il y a forcément cette image, cette impression laissée. Aujourd'hui, tout le monde connaît cette voiture. Tout le monde connaît Ayrton Senna et Alain Prost. L'un des plus grands duels de l'histoire de la Formule 1. En 1988, ils étaient vraiment sur une autre planète. Et ils ont fait de cette McLaren MP4/4 la plus grande Formule 1 de l'histoire. Voilà, c'était mon classement des plus grandes monoplaces qui ont existé. N'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire, ça m'intéresse. Quant à nous, on se retrouve mercredi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière, vous verrez. D'ici là, écoutez, portez-vous bien, c'est le plus important. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!